Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour cette nouvelle édition de notre rendez-vous hebdomadaire sur l'activité de l'informatique et des télécoms. Alors pour cause de lundi pascal, évidemment nous sommes le mardi et non pas le traditionnel lundi. Il ne reste pas moins que je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, week-end pascal ou pas, l'actualité ne faiblit pas et on commence par, j'allais dire, un sujet un peu traditionnel, qui est le hit parade des langages, avec comme principale information, mais vous allez y revenir, la montée en puissance de Python. Et j'allais dire, c'est pas par hasard. Non, alors effectivement, donc c'est un cabinet qui s'appelle SlashData qui a fait le classement sur 2018 et qui, comme vous le disiez, montre la montée en puissance de Python, le langage de programmation Python, bien connu de tous nos lecteurs, qui passe devant Java. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant parce que Java avait quand même une image importante et liée à Sun d'ailleurs au départ. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que finalement ces deux langages sont relativement contemporains puisque Python a été lancé en 91 et Java en 95. Oui, donc c'est années 90. Assez proche. La raison de cette montée en puissance de Python, elle est relativement simple, c'est l'utilisation de ce langage dans toutes les applications de machine learning et donc ça, je dirais que ça corrobore le fait que, et on en parle assez régulièrement, qu'il y ait beaucoup de développement et tous les éditeurs qu'on rencontre nous le disent, nous confirment, il y a beaucoup de développement dans ce domaine du machine learning. Donc c'est pas que du buzz marketing, voilà, concrètement, tout ça, je dirais, est assez logique et cohérent. Il faut rappeler néanmoins que le premier langage le plus utilisé reste JavaScript, donc qui est un langage de script et qui n'a rien à voir avec Java, il faut le rappeler, mais... c'est parce qu'il y a une partie d'utilisateurs finaux, finalement, qui sont mis au JavaScript pour essayer d'arranger, faire des petits programmes. Le fameux Shadow IT, on ne doit pas être... bien loin du sujet. Alors, autre sujet de la semaine, c'est un OS open source qui est dédié, alors j'ai pas toujours de premier groupe peut-être, mais dédié à l'in-memory. Voilà. Qui transforme les bases de données en bases de données in-memory. Voilà, exactement. Donc en fait, le nom de l'entreprise, c'est Formulus Black. Donc je sais pas où ils ont été chercher ce nom, mais enfin en tout cas c'est leur nom. Le nom du système d'exploitation, c'est Forza OS. Donc c'est pas Forza Italia, ne pas confondre. Et donc le principe, après, il faudra rentrer dans le détail, mais on ne le fera pas aujourd'hui, le principe est relativement simple, c'est de faire que les opérations de lecture et d'écriture des bases de données traditionnelles, mais d'autres applications qui se font généralement sur les disques, se fassent en mémoire. Et donc ça, on le sait, c'est tout l'avantage des bases de données in-memory, donc SAP HANA, qui coûte relativement cher, on va dire. Donc finalement, ça permet d'ouvrir cet avantage-là aux bases de données traditionnelles. Alors c'est un OS open source qui a été développé à partir de Ubuntu. Donc après, faudra voir évidemment les développements réels, les utilisations par les entreprises. Mais en tout cas, le principe est là et c'est intéressant, on voulait le mentionner aujourd'hui. Très bien, alors on passe du software au hardware, parce que la grosse annonce de la semaine quand même, c'était le retrait d'Intel du marché des puces 5G, enfin des modems pardon, 5G dans les smartphones, et ce évidemment au bénéfice total de Qualcomm. Oui, alors on l'attendait depuis un certain temps, effectivement. Alors il y a eu deux événements dans la 5G, puis on en parlera d'un prochain, enfin dans prochaine séquence d'un troisième, mais il y a eu deux événements importants qui sont que les deux frères ennemis Qualcomm et Apple se sont accordés, ont trouvé un accord. On n'osera pas dire se sont rapprochés. Non, mais en tout cas, bon, la hache de guerre est enterrée. Et puis, effectivement, l'annonce importante, c'est que Intel jette l'éponge pour tout ce qui est développement des modems 5G dans les smartphones. Ils vont continuer dans tout ce qui est infrastructure réseau 5G, dans tout ce qui est puce 5G pour les ordinateurs traditionnels, mais en tout cas, pour ce qui concerne les smartphones, ils arrêtent. Et comme vous le disiez, c'est tout bénéfice pour Qualcomm. Et je dirais que ça montre quand même les difficultés qu'a eu Intel à prendre le virage du mobile. Alors il y a question de miniaturisation, question d'alimentation électrique, les batteries, on sait, c'est encore le point faible dans les smartphones. Et puis la dissipation calorifique, et ils n'ont pas réussi à surmonter ces difficultés techniques. Sachant qu'en plus Intel avait racheté l'activité puce mobile d'Infineon, c'est ça, Absolument. Donc c'est une intégration qui n'est pas complètement
réussi. Qualcomm restera désormais le leader dans le domaine de la 5G pour les smartphones. En attendant que Apple finalement fasse peut-être comme la puce et sorte son propre modem 5G, mais la suite nous le dira. Alors on reste dans la 5G, on parle d'un acteur dont on parle beaucoup dans la 5G, c'est Huawei, avec cette fameuse problématique d'espionnage, en tout cas prétendue telle par les États-Unis. Et au niveau de l'Europe, ça coince, en tout cas. D'acteurs européens, ça coince. Alors, ça coince dans le sens où, en fait, la Belgique et l'Allemagne ont dit que, contrairement à ce que avançaient les États-Unis, mais pas seulement les États-Unis, il y a eu le Canada, il y a eu la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui ont finalement banni Huawei de tous les appels d'offres. Là, pour le coup, la Belgique, par le biais du centre de cybersécurité belge, parce que les opérateurs belges et qui sont en Belgique, donc il y a Proximus qui est l'ancien Belgacom, il y a Orange qui est très très actif en Belgique, finalement a commencé à contracter avec Huawei, et donc les autorités belges se sont dit bon, il faut peut-être qu'on regarde de plus près. Le centre de cybersécurité donc a regardé dans le détail, n'a pas trouvé d'éléments substantiels pour dire qu'il y avait vraiment une grande menace. Ils ont fait aussi un appel d'offres auprès de leurs homologues ou d'autorités compétentes pour avoir des informations, ils n'en ont pas reçu. Donc ça, c'est côté belge. Et puis côté allemand, donc c'est l'équivalent de l'ARCEP en Allemagne, le responsable de cet équivalent de l'ARCEP en Allemagne, qui a fait une déclaration au Financial Times disant qu'ils ne voyaient pas eux aussi, ils n'avaient pas d'éléments substantiels pour montrer qu'il y avait une menace réelle. Et donc ça va à contre-courant de ce que disent en particulier les États-Unis, qui veulent imposer. Ils ont un peu leur vision hégémonique, comme ils l'ont dans d'autres domaines, où ils disent nous, on ne veut pas de Huawei, donc vous ne devez pas prendre Huawei de la même manière. Et puis, pendant ce temps-là, Huawei signe les contrats. Donc, ils ont signé une quarantaine de contrats pour des infrastructures 5G avec des opérateurs, dont 23 en Europe. Donc, on voit bien qu'il y a d'un côté, je dirais, le juridique et le politique, et puis il y a les affaires, et ça va évoluer pas tout à fait au même rythme. Oui. Alors, puisqu'on parle d'affaires, on finit par une rubrique finance, et avec les résultats d'IBM, qui, il faut le dire, sont pas... ça rechute. Voilà, c'est ça. Donc, on avait eu quelques espoirs, quelques lueurs d'espoir, puisqu'il y avait eu 1 ou 2 trimestres où c'était reparti. On avait reçu Nicolas Sekaki qui nous avait, je dirais, un peu apporté quelques éléments pour... motiver cette remontée. Et puis, là, le trimestre on va le dire, est assez mauvais. C'est moins de 5% sur l'ensemble de l'activité en chiffre d'affaires. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est que parce que IBM faisait toujours le distinguo entre les activités traditionnelles et les nouvelles. Et là, les nouvelles, finalement, sont aussi en recul. Alors après, on donne des explications sur les fluctuations des monnaies, mais on voit bien qu'on est dans l'épaisseur du trait et que finalement... la dynamique n'est pas au rendez-vous. Les deux, le cloud et tout ce qui est intelligence artificielle et Watson, finalement, ont du mal à rentrer au niveau de la réalité commerciale. Et puis on voit avec l'appel d'offres du Pentagone dont on parlait la semaine dernière, on voit que c'est pas toujours évident au niveau de l'activité cloud pour IBM de se positionner au niveau des concurrents. Donc je dirais que IBM, c'est encore un gros point d'interrogation. Bon, écoutez, pour le coup, suite sûrement au prochain épisode. Le sujet de la semaine, le grand sujet de la semaine que vous vouliez traiter, Guy, c'était la cybersécurité au travers d'un rapport de l'ANSSI qui est un peu, alors non pas un état de l'art, mais un état de la situation. Oui, alors en fait, il y avait 2 rapports qui ont été publiés concomitamment, qui sont assez éloignés l'un d'autre, mais qui sont sur le thème de la cybersécurité. Donc le premier, comme vous le disiez, c'est celui de l'ANSSI, qui fait son rapport annuel, 2018. État des menaces un peu, c'est ça. Voilà, état des menaces, et en fait qui liste 5 grandes menaces. Donc la première, c'est l'exfiltration, donc c'est un terme un peu espionnage, mais exfiltration de données, évidemment de données plutôt stratégiques. Le deuxième, c'est les attaques indirectes, donc ça veut dire qu'en fait on utilise un maillon faible pour attaquer quelqu'un de plus puissant. Le troisième, c'est les opérations d'influence, et donc ça on l'a vu dans un certain nombre d'élections. Le quatrième, c'est les crypto-monnaies, et le cinquième, c'est la fraude en ligne. Et donc ça, c'est, je dirais, les 5 points sur lesquels l'ANSSI
ne tire pas le signal d'alarme, mais nous rappelle que attire une vigilance. Voilà. Et alors, à cette occasion, donc, Guillaume Poupart rappelait que les groupes structurés l'étaient de plus en plus, très structurés, et s'intéressaient de plus en plus aux OIV, aux opérateurs d'intérêts vitaux. Donc, c'est pas des entreprises qui vendent des céréales, mais c'est des entreprises qui vendent de l'énergie, qui sont au cœur de l'activité économique d'un pays. Donc ça, c'est assez préoccupant. Donc ça, c'était pour le rapport de l'ANSSI. Et puis, il y a le cabinet CB Insight, qu'on mentionne assez régulièrement, qui fait d'excellentes études, et qui, là, en fait, fait le point sur les startups dans le domaine de la cybersécurité, et qui pointe sur l'arrivée d'une nouvelle génération de startups dans ce domaine. Alors, c'est une activité très dynamique, puisque sur les 2 dernières années, on était à plus de 600 opérations en moyenne par an, avec en gros un montant de l'ordre de 7 et 8 milliards de dollars de financement. Donc c'est très important. Il mentionne 8 licornes dans ce domaine, uniquement de la cybersécurité. 6 sont américaines, 2 chinoises. Donc ça, je pense que ça dresse à peu près l'état du marché. Voilà. Et en termes de nombre d'opérations, les États-Unis, c'est quasiment les 2 tiers. Donc il y a les États-Unis très loin devant dans ce domaine-là, qui finalement est déterminant. Et puis Israël qui arrive en deuxième position, devant la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France. Donc on le sait, mais en tout cas... Ça se confirme. En tout cas, et là c'est au niveau des startups. Donc ça veut dire que finalement les startups, c'est les entreprises de demain. Donc c'est quelque chose qui va perdurer encore pour un petit moment. Donc, on va dire la cybersécurité se porte bien en termes de... Oui, malheureusement, malheureusement, en tout cas, vu du côté de... malheureusement, vu du côté de l'utilisateur final. Et puis, alors ça, c'était pour l'actualité de la semaine. Alors, non pas la semaine à venir, parce que pour cause de fête pascale et d'autres ponts du mois de mai, l'actualité est un peu, en termes d'événements, est un peu compliquée. Donc, vous avez souhaité revenir sur Vivatech qui arrive mi-mai, je crois, qui est un peu la grand-messe française. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la grande opération de communication autour de la tech. Donc, ça sera la 4e édition. Carlos Ghosn n'y sera pas, je crois. Non, je pense pas. L'année dernière, je crois qu'ils disent avoir réuni plus de 100 000 personnes. Donc, c'est vraiment le gros show, quoi. C'est pas la conférence ou le salon qui est dédié sur un sujet particulier. Il y aura cette année une initiative Women in Tech, donc les femmes dans le domaine de la tech. Bon, c'est un peu dans l'air du temps. Il y aura un hackathon géant sur 36 heures. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Ils ouvrent à plus de 1000 personnes. Et puis, il y aura des invités de marque. Donc, il y aura Youngson, alors, c'est pas le patron de Samsung, mais c'est le responsable de la stratégie, donc c'est pas n'importe qui. Il y aura Antonio Neri de HPE, il y aura Bernard Arnault de LVMH, il y aura Jean-Laurent Bonafé de BNP Paribas, et puis Philippe Val de La Poste, donc quelques intervenants de poids qui seront intervenants à Vivatech. Donc voilà un peu l'état des lieux de cette opération dont finalement, on a du mal à saisir un petit peu l'objectif. Exactement. C'est vraiment l'opération de com autour de la tech. Franco-française. Mais franco-française, mais qui a quand même un rayonnement international et dont la réussite est incontestable. Mais bon, ils avaient un parrain de poids, si je puis dire. Complètement. Et puis on continue sur notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors je laisse suspense, coup de cœur, coup de gueule. Alors en fait, je fais pas trop. C'est une grosse interrogation. C'est la reconnaissance faciale. Il se trouve que, je suis tombé sur un long article du Financial Times sur le sujet qui posait quand même beaucoup de questions. Et il se trouve que ça m'a interpellé parce que pour la première fois, quand je suis revenu des États-Unis il y a une quinzaine de jours, j'étais à l'aéroport de Los Angeles et pour la première fois, effectivement, pour embarquer, Air France a fait appel à la reconnaissance faciale. Et donc, bon, évidemment, c'est bien parce que ça va plus vite. On n'a pas à mettre sa carte d'embarquement pour entrer, les portes s'ouvrent. D'ailleurs, comme c'était la première fois, comme c'est encore au début, les agents d'Air France sont obligés de dire non, vous n'avez pas besoin. Donc finalement, ça prend presque plus de temps.
Mais alors, après, l'étonnement, c'est le questionnement. C'est-à-dire que finalement, alors d'où ils ont récupéré la photo, c'est relativement simple. Le passeport, sans doute le passeport. C'est bizarre, mais bon, c'est quand même une toute petite photo. Et alors, si je reviens sur l'article, en fait, l'idée, c'est que, bon, maintenant, on a la puissance de calcul, on a les algorithmes, on les a depuis un certain temps, et surtout, on a les données, les photos. Et on imagine, et cet article le mentionnait assez bien, on ne soupçonne pas le nombre, même pour un individu lambda, le nombre de photos qui sont disponibles sur Internet de vous-même. Ça peut être des photos qui ont été prises à l'occasion d'événements, même familiaux, si on les a mis sur les réseaux sociaux. Ça peut être des vidéos dans lesquelles vous apparaissez, ça peut être des événements professionnels. Enfin, il y a plein d'occasions et on ne soupçonne pas le nombre absolument faramineux on le sait, il y a plein tout un tas d'expériences qui montrent le cheminement. On peut suivre quasiment minute par minute ce que vous faites, puisque vous avez votre portable dans votre poche, ce que vous faites du réveil jusqu'au coucher. Mais donc, alors, étonnement et questionnement, parce que qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, il se trouve qu'a priori, on est dans des régimes démocratiques, donc on peut dormir tranquille, mais ça peut changer. Et puis, on voit bien l'exemple chinois, ce que ça peut donner. Donc, c'est bon. Inquiétant, c'est peut-être le mot. Bon, il y a un sujet de réflexion pour les prochaines semaines à venir, avec nos prochains invités du secteur. En attendant, Guy, je souhaite, et ainsi qu'à nos lecteurs, une excellente semaine. Et puis, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt. Merci.